Respirez à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Aujourd'hui, avec nos invités, on va naviguer entre ciel et terre, ou plutôt neige, avec le début de la saison de la Coupe du Monde de ski alpin chez nous, dans les Alpes, et la découverte d'une discipline aérienne très spectaculaire, le free fly. Et avec nous sur ce plateau, Coralie Frassombé, membre de l'équipe de France de ski alpin. Bonjour Coralie. Bonjour. 26 ans, originaire de Saint-Imier, vous vous entraînez à Champs-Rousse. À côté de vous, un autre champion, Vincent Cotte, vice-champion du monde de free fly. Bonjour Vincent. Bonjour. Vous êtes donc un parachutiste dans l'âme. C'est une discipline aérienne spectaculaire que vous allez nous faire découvrir. Et puis en face de vous, Michel Raffin, président du club des sports de Courchevel. Bonjour. Bonsoir. Bonjour président. Vous organisez dans quelques jours la Coupe du monde de ski alpin, à laquelle participera notamment Coralie. Et puis à côté de vous, Sébastien Mérignargues. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, le directeur de l'Office de tourisme de Courchevel. Courchevel qui a été d'ailleurs la première station des Alpes à dégainer les dameuses. Il y a quelques jours, il y avait suffisamment de neige pour que vous puissiez anticiper l'ouverture. Ouais, on a bien pu ouvrir. Il y a eu du monde, ils en ont profité. En plus, c'était une belle journée, il faisait beau. Tout s'est bien passé. Bon, puis ça laisse présager d'une bonne saison quand on a de la neige comme ça qui tombe prématurément. Courchevel a la réputation d'être une station de luxe. Pourtant, le premier jour de ski chez vous, il coûte pas très cher. Non, il est offert. Vous voyez, comme quoi les réputations ne sont pas toujours justifiées. Bon, c'était en tout cas aussi un bon coup de pub à faire à la station avant l'un des événements majeurs de l'hiver pour les amoureux du ski, la Coupe du Monde. Il n'y a pas beaucoup de stations françaises qui ont la chance d'accueillir les meilleures skieuses mondiales. Les meilleures skieuses ou les meilleurs skieurs, non, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui aimeraient, mais on fait partie des rares élus. Voilà. Alors, ça aura lieu le 19 et 20 décembre. Deux épreuves. Michel, vous qui êtes à la manœuvre de l'organisation, les autres années, on en avait une importante. Là, Oui, on a déjà eu 2 épreuves, mais bon, là, on a vraiment insisté pour avoir 2 épreuves. Puis en plus, on a une première mondiale, puisqu'on va avoir le premier parallèle officiel en Coupe du Monde. Donc, j'espère que Coralie arrivera à se qualifier. Alors ça, ce sera le mercredi 20 décembre. Voilà. Ça démarrera la veille par un géant féminin. Ça aussi, c'est un peu la marque de fabrique de Courchevel, de privilégier les filles et le géant. On a une belle piste de géant. Je pense que toutes les filles qui viennent skier dessus l'apprécient. Et en plus, on a la chance d'avoir des skieurs de géant. Enfin, et chez les filles aussi, puisqu'on a Taïna qui marche bien. Et pour nous, c'est important. Et on a surtout une très très belle piste. Et je pense que toutes les filles qui viennent dessus l'aiment bien. Sébastien, on le voit sur ces images, la Coupe du Monde, c'est du ski de haut niveau, mais aussi pas mal d'animation. Pendant 3 jours, la station fait le show. Complètement. C'est bien sûr, il y a la compétition, il y a le sportif, mais il y a le festif qui va autour. C'est le début de saison, c'est juste avant les vacances aussi. On vient d'ouvrir. C'est une façon de bien lancer notre saison d'hiver. Et tout le monde joue le jeu. On a 600 bénévoles qui sont mobilisés. Et puis après, toutes les forces vives, les restaurateurs, les hôteliers, les commerçants. Pour la station, c'est vraiment un rendez-vous très important qui marque le début de la saison d'hiver. On a vu qu'il y avait du public. Les skieuses françaises n'ont pas souvent l'occasion de skier à domicile devant les supporters. Il y a plus d'étapes de Coupe du Monde à l'étranger qu'en France. Courchevel, c'est un rendez-vous important, j'imagine. Ouais, c'est sûr, ça fait toujours plaisir de skier à la maison, entre guillemets. Et nous, on a Val d'Isère en vitesse et Courchevel direct dans la foulée en géant. Moi, je fais plus du slalom géant, donc c'est vrai que c'est un beau rendez-vous. C'est toujours agréable de skier à la maison. Ça met la pression d'avoir en bas dans la raquette la famille, les amis, les supporters. C'est sûr qu'il y a toujours plus de monde que quand on est au fin fond de l'Autriche. Plus d'entourage, on va dire, mais c'est une bonne pression, je pense. Bon, en plus, vous débuterez votre saison à Courchevel, puisque contrairement aux autres membres de l'équipe de France, vous avez pris un petit peu de retard, un souci mécanique. Oui, malheureusement, je me suis tordu le genou une semaine avant la première Coupe du Monde à Solden en Autriche. J'ai 6 semaines d'arrêt, donc je vais pouvoir recommencer dans quelques temps et pouvoir être prête pour la première course, là, pour moi, à Courchevel, du coup. Alors, une carrière de haut niveau en ski sans se faire un, 2 ou 3 genoux, c'est pas une carrière de haut niveau. Non, malheureusement, j'en ai déjà fait 2 et bon, j'espère que ça m'arrivera plus. Alors vous êtes à la fois une urbaine et une montagnarde, puisque vous vivez dans l'agglomération grenobloise et vous avez fait vos classes à Champs-Rousse. Oui, c'est ça. Je suis née à Grenoble et je suis du ski club de Champs-Rousse. Donc j'ai fait toute ma jeunesse à Champs-Rousse et
Donc voilà, depuis, je suis un peu partout en Savoie maintenant, mais j'aime bien revenir dans une ville. Alors, Coralie, elle est spécialisée dans le géant, mais vous êtes quand même une skieuse polyvalente. J'ai vu que vous aviez été championne de France Benjamin en slalom, championne de France minime en géant et championne de France cadette en descente. C'est ça. J'ai fait toutes les disciplines. Quand on est jeune, c'est vrai que c'est plus facile de faire tout. Et puis, on se spécialise en vieillissant parce qu'il faut arriver à gagner des Coupes du Monde à la fin de sa carrière. C'est quand même le plus beau. Du coup, maintenant, je fais plus du géant et du super géant. Alors le géant, c'est une discipline, on vous voit là sur une épreuve de Coupe du Monde, qui demande à la fois de la technique et de la vitesse. C'est presque la discipline la plus exigeante, la plus complète du ski. Je pense que je serais un peu subjectif parce que j'adore le géant, mais c'est vrai que c'est technique et ouais, on allie la vitesse et la technique. Après, je pense que c'est la plus belle discipline. Michel, vous êtes d'accord Tout à fait. Vous, sans aucune, en toute partialité, puisque... Ah oui, complètement impartial, puisque Alexis n'est pas un géantiste. Et puis vous n'organisez pas une Coupe du Monde de géant à Courchevel. Sincèrement, le géant, il faut être très bon pour aller vite et il faut être très bon techniquement. Donc je pense que c'est la plus belle course. Bon, c'est très spectaculaire en plus pour le public. On voit là les images de Coralie. Il y a un balai entre les portes qui est agréable à regarder. Tout à fait. Quand c'est bien tracé et qu'il n'y a pas trop de pièges, c'est agréable. Après, il y a des tracés qui sont un peu moins drôles à regarder, mais quand c'est bien tracé, qu'on a une belle pente, c'est vraiment une très belle course, le géant. Coralie, le tracé de Courchevel, est-ce qu'il vous convient? Est-ce que les piégeux? Ça dépend du C'est pour qui va le traceur. Mais c'est vrai que c'est une belle piste, Courchevel, c'est technique. Il y a du plat au début, du mur à la fin. L'avantage, c'est vrai, ce que je voulais rajouter, c'est que pour le public, on voit tout le mur de la fin. Donc c'est vraiment un beau spectacle. C'est souvent ce qui manque aussi en vitesse. Mais j'aime bien. J'ai fait un podium en Coupe d'Europe il y a quelques années. Il y a 2-3 ans, ça s'est pas très bien passé sur la Coupe du Monde. Mais maintenant, j'ai pris un peu plus ma place et je vise une bonne place là-bas. Alors ça fait 5 ans que vous êtes sur le circuit mondial. Je crois que votre première Coupe du Monde, c'était en octobre 2012 à Zolden. Vous avez terminé 9e, 10e, 11e, 13e de différentes épreuves de Coupe du Monde. Qu'est-ce qui vous manque pour rentrer dans le top 10, vous installer dans les meilleures skieuses de la planète? Il manque la régularité, je pense. Faire 2 manches pleines, on va dire. On dit ça dans le jargon. C'est 2 manches au meilleur niveau, à mon meilleur niveau. Ça demande aussi pas mal d'investissement, de préparation physique. On vous voit là en train de parfaire la condition. Quand on voit le ski, on a l'impression que c'est tout simple, c'est fluide, ça glisse, mais il y a du boulot derrière pour tenir sur les pistes. Oui, c'est sûr que si on n'a pas une grosse préparation en muscu derrière, on n'arrive pas à résister aux pressions que nous exige cette discipline. Donc on travaille des mois et des mois. Donc là, on a un nouveau centre à Albertville, un centre national qui ont fait exprès pour le ski et toutes les disciplines du ski. Et c'est vraiment un bel atout. C'est pas le côté le plus agréable, j'imagine, de l'entraînement, de soulever de la fonte, ou vous aimez bien, vous? Ça dépend des séances. Il y a des séances qui sont plus ou moins agréables. Mais on se sent puissant petit à petit et c'est ce qui fait aussi qu'on a confiance après sur les skis. Michel, c'est un passage obligé. Hein, En plus, maintenant, ils ont la chance d'avoir le Centre national d'entraînement à Albertville qui n'existe que depuis très peu de temps, 3 ans. 2 ans. 2 ans ou 3 ans. Et c'est un très 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 bel outil, mais c'est un passage obligatoire. Et ça, heureusement maintenant qu'il existe, mais c'est vrai que c'est pas le plus drôle là. Bon, elle s'en sort bien. Allez, l'enchaînement là était parfait. Une petite minute d'effort en accéléré. Vous savez qu'aucune Française n'a jamais gagné l'épreuve de Coupe du Monde de Courchevel. Le trophée dédié à la gagnante, 2017, il est là, vous nous l'avez amené. C'est pas une coupe chez vous? Non, c'est pas une coupe. Depuis quelques années, on a fait un casque qui est fait par un artiste qui s'appelle David Santrac. Et je pense que c'est quand même un tout petit peu mieux qu'une coupe. Ça sort de l'ordinaire. Et toutes celles qui l'ont gagné sont contentes de l'avoir gagné. Et pas simplement pour le casque, je veux le préciser aussi. Ça vous plaît comme trophée? C'est vrai qu'habituellement, c'est plutôt des trophées assez classiques qu'on remporte dans les compétitions. Moi, je trouve que ça ressemble vraiment à la station, un peu le côté bling-bling qu'il y a aussi à Courchevel. Est-ce que ça vous tente de l'essayer, ce casque? Il y aura que la gagnante qui pourra le mettre
au mois de décembre, mais peut-être que, juste pour voir si vous avez... Ah ben, elle peut le mettre, là, évidemment. Voilà, s'il faut le retoucher C'est bien. éventuellement, ce serait bien que Coralie soit la première Française à remporter mais- Courchevel. Avec grand plaisir. Bah là, c'est bon, je suis prête pour aller faire le rallye. Bon, moi, je trouve que ça vous va pas mal. Hein. Je sais pas si ça vous portera bonheur ou ça vous portera malheur. J'espère que du bonheur, hein, parce que Bah oui, moi aussi. il Alors- est très beau en tout cas. Le casque, il est pour la gagnante, mais le public, les supporters ont le droit chaque année aussi à leur couvre-chef. C'est cela. Michel, le Vous l'avez dit bonnet, dernier. ça fait partie aussi de la tradition de cette C'est épreuve. vrai. C'est vrai, depuis le début, on a créé un bonnet chaque année à Courchevel. Donc, et ben voilà, il faut l'enfiler. Alors, ça, c'est le bonnet. C'est celui de cette année. Ça, c'est 2017. Il est pas Il est mal. beau. Hein. Il est beau. Il est beau. Bon, il est un peu chaud pour un plateau télé, mais on va pas faire la Ça, fine c'était bouche. celui de l'année dernière. Bon, là, et c'est assez facile parce qu'on les a mis dans l'ordre. Hein. Si je les avais mélangés, je sais pas aller comme ça. Celui-là, c'est quelle année, ça? Première, deuxième, troisième édition? 2009, je pense, ou 2010. Ouais, c'est marqué dessus. Non, c'est pas marqué dessus. 2011. 2011, ouais. 2011. C'était C'était pas le plus réussi. c'était la deuxième édition. Vous avez fait plusieurs épreuves à Courchevel en Coupe du Monde, Coralie? J'ai déjà fait deux fois. L'an dernier, Les skieuses, elles ont droit pas qu'à un bonnet. Un petit cadeau à côté encore. ouais, ben, on est toujours très bien accueillis. C'est normal. Dans Vous votre... savez, c'est un sport très, très, très difficile. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures d'entraînement et beaucoup d'abnégation pour arriver à... Et pour être dans les meilleurs mondiales. D'ailleurs, pour arriver déjà dans les groupes fédéraux, c'est extraordinairement difficile. Il y a beaucoup, beaucoup d'appelés au départ, il n'y a pas beaucoup d'élus au bout. Et c'est un sport très, très, très difficile. Je précise que ce bonnet, on pourra l'avoir en allant voir les filles Sans à problème. Courchevel. Il sera également distribué sur le marché de Noël de Grenoble, hein, puisque vous venez aussi... En petit nombre. En petit nombre, vous venez aussi attirer le public grenoblois. Il y a beaucoup d'amateurs de ski dans l'agglomération. Je l'enlève parce qu'il commence à faire un petit peu chaud. Et je vais prendre froid en sortant du plateau. Ce qui est compliqué, c'est de percer à haut niveau. C'est aussi compliqué de préparer une épreuve de Coupe du Monde. Vous la préparez C'est beaucoup de travail. beaucoup de semaines, quelques semaines à l'avance. Hein. Bah, en fait, sur la piste, c'est quelques semaines avant, mais en fait, pour l'essentiel de préparation de Coupe du Monde, ça commence au mois de juillet pour faire au mois de décembre. Mais effectivement, le travail sur la piste, il a déjà commencé depuis un peu de temps. Et tous les jours, après, on regarde le ciel, on regarde le thermomètre pour les températures. C'est le plus important pour nous. Et c'est un gros, gros, gros travail. Et on a la chance d'avoir des équipes à la S3V qui font un boulot extraordinaire. Là, on les voit justement en train de poser les filets de sécurité, de préparer la piste. Justement, la sécurité, il y a quelques jours, un skieur français s'est tué à l'entraînement, David Poisson, au Canada. J'imagine que c'est un secteur très sensible quand on organise une épreuve comme ça. La sécurité, c'est primordial, puisque de toute façon, votre piste, elle est homologuée. Mais après, une fois que vous avez fait le tracé, il faut regarder si les filets sont posés au bon endroit, bien comme il faut. Et effectivement, ce qui prime, c'est la sécurité des coureurs. Coralie, vous avez la sensation de faire un sport dangereux. L'accident de ce skieur français de l'équipe de France de descente, ça vous a rappelé que c'est une discipline à risque, ou quand vous skiez, vous n'y pensez pas? On sait que c'est un sport dangereux parce qu'on se blesse souvent et que le matériel est tellement exigeant que presque le corps a du mal à suivre. Mais le fait de mourir, c'est quand même vraiment... c'est choquant pour nous parce que... En course, je pense que c'est très sécurisé. Je pense qu'il faut qu'il y ait des règles à l'entraînement, surtout en descente. Je pense qu'en géant, avec la vitesse qui est moindre, c'est moins dangereux de faire quelque chose. Et encore, il y a des pistes. Je me rends compte après cette épreuve qui s'est passée que c'est de plus. Enfin, que nous aussi en géant on peut être en danger. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des règles plus strictes que ça. Il faut que ça serve à quelque chose. C'est ce malheur qui nous est arrivé à sa famille d'abord et puis après à toute l'équipe. Ouais, c'est vrai que heureusement c'est assez rare. Il y avait eu Régine Cavagnou il y a quelques années qui s'était également tuée à l'entraînement. Aujourd'hui c'est David Poisson. Ça va changer quelque chose psychologiquement pour le groupe à votre avis, ou vous allez réussir à vous refocaliser sur la saison? Je pense que ça va être difficile pour les garçons qui étaient avec lui toute l'année
et qui font finalement de la descente aussi à l'entraînement en course tout l'hiver et qui se donnent dans des conditions très exigeantes et très dangereuses presque. Et nous, je pense que non, ça ne va pas changer énormément. Bon. Les garçons, le leader de l'équipe de France des garçons, il est chez vous, Michel, Alexis Pinturo, membre du ski club de Courchevel. On va le voir là, à l'image. Alors pas chez vous, chez nous, à l'Alpe d'Huez en Isère. Ils étaient venus s'entraîner, l'équipe de France, en octobre 2016. On avait de la neige avant vous. Alexis, c'est aussi l'emblème de la station de Courchevel. Ah, tout à fait, tout à fait. Quand on est dans un club et qu'on a la chance d'avoir un coureur comme Alexis, qui est le leader qui est le meilleur coureur français à l'heure actuelle, mais c'est pour tous les jeunes, pour les 200 gamins qui sont au club, croyez-moi, c'est quelque chose de magnifique, c'est bien. En plus, je le connais depuis tout petit, il n'a pas changé. C'est un garçon extrêmement attachant, et c'est un monstre au travail. C'est vraiment, moi je sais comment il travaille, je l'ai vu faire, et croyez-moi, pour arriver au niveau où il en est, il y a beaucoup d'heures de travail à son niveau. Mais c'est un garçon extrêmement attachant. On a de la chance d'en avoir un comme ça. Et tout le monde ne s'en rend pas compte, mais quand vous allez dans une station de sport d'hiver à l'extérieur, dans le monde entier, que les gens vous disent « Vous êtes où, Courchevel ?» On nous dit « Ah, Pinturo !» Est-ce que c'est aussi cette Coupe du Monde, Sébastien, l'occasion de changer un peu l'image de la station Coralie le disait, mais tout le monde associe aussi Courchevel au côté un peu paillette, au côté un peu bling-bling. Là, vous essayez de positionner la station aussi sur une image plus sportive. On va remettre les choses dans l'ordre, parce que s'il y a des palaces, des restaurants étoilés Michelin et des boutiques de luxe, c'est d'abord parce qu'il y avait une station de ski. C'est parce qu'il y a un grand domaine et qui attire du monde. Et après, il y a une qualité d'accueil, de service qui a amené ce développement du luxe, mais pas que. Courchevel, il y a bien sûr le luxe, mais il y a toute une gamme. Le forfait de ski à Courchevel vous coûte pas plus cher que n'importe où dans les Trois-Vallées. Il y a des hébergements de toutes les catégories, et ça, c'est vraiment une chance, une force qu'on a. Alors après, remettre du ski au cœur de l'histoire, médiatiquement parlant, j'entends, pour évidemment que c'est important, et en ce sens, la Coupe du Monde de ski et le travail qui est fait depuis des années est important pour Courchevel, parce que oui, il y a du luxe, bien sûr, on l'assume, et on est très content qu'il soit chez nous plutôt qu'ailleurs. Après, la première raison, avant même qu'il y ait le luxe, c'était quand même la glisse. Et d'autant que la station est candidate pour accueillir les championnats du monde en 2023. On ne sait pas encore si la France les aura. On est deux. Hein. On est deux, oui. Oui, il y a Méribel et Courchevel. Méribel-Courchevel, c'est une candidature commune. C'est vrai. Partageons. Les deux pans de la montagne de la Solire. Ce sera un événement quand même important. Les derniers avaient eu lieu à Val d'Isère, mais ça commence déjà à dater 2009. un peu. 2009. Bah oui, évidemment, c'est sûr que les championnats du monde de ski, c'est pour le coup, si on accepte les Jeux Olympiques, voilà, c'est the événement. Et forcément, ce serait intéressant. Et pour nous, ce serait la concrétisation d'années et d'années de travail, de positionnement. Ça a commencé par des courses FIS, puis par des Coupes d'Europe, puis des Coupes du Monde. Et d'arriver au championnat du monde, ce serait une sorte de Graal. Et pour le coup, ça remettrait vraiment le sport au cœur de Courchevel. Je pense que c'est difficile de dire autre chose là. Bon, on aura la réponse en mai 2018. Vous êtes en concurrence avec un dossier autrichien à Saalbach. Donc on verra si la Savoie triomphe. Allez, on ne va pas toujours aller en Autriche. Non, bien sûr. Peut-être bien venir un peu en Savoie. Moi, je n'ai pas beaucoup d'influence au sein des décisions internationales, mais on vous soutient pleinement. Est-ce que dans l'hypothèse où vous soyez choisi, Michel, ça veut dire qu'il y aurait par exemple des compétitions de descente sur le domaine de Courchevel? Alors, si on est choisi, je pense... Oui, on aura... En fait, les filles vont courir à Méribel et les garçons vont courir à Courchevel. Et on a prévu de modifier... on a un tracé de piste qui est mis en place. On a déjà fait toutes les études ont été lancées pour pouvoir passer à cet endroit-là. Et je pense qu'on aura... je vais dire la meilleure piste de descente du monde, mais avec Kitzbühel, on sera les deux meilleurs. Ah, placer la barre très haut. Kitzbühel, si vous voulez, référence. Voilà, je pense que pour tous les skieurs dans le monde entier, il y a quand même une très très grande piste, mais en Europe, Kitzbühel, c'est quand même la référence. Et je pense que si vous allez à Kitzbühel, vous allez vouloir aller skier sur la Streif, parce que c'est... Quand on l'a regardé, qu'on l'a vu, on a envie d'y aller. Même si, quand on est dessus, on dit « Ah, elle n'a peut-être pas dû venir ». Mais voilà, nous, on aura une très, très, très belle piste. C'est fait. En plus, qui arrivera au cœur du village du Prat. Ça sera magnifique. Et oui, moi, j'espère pour Courchevel, pour le club. Je voulais juste dire quand même qu'on est le premier club français depuis 3 ans. C'est pas mal.
Et pour le club, ça serait une belle chose que d'avoir les championnats du monde. Je pense que quand on est jeune skieur dans un club et qu'on a le championnat du monde, il ne peut pas y avoir mieux. Coralie, vous aurez 31 ans, c'est une belle fin de carrière, terminée sur les championnats du monde en France. C'est vrai que j'avais visé les Jeux Olympiques 2022, mais s'il y a les championnats du monde en France, je ferai une année de plus, je pense. Bon, avant 2022, il y a 2018, ça reste aussi un objectif de participer, d'être performante au JO en Corée? Oui, tout à fait. C'était parmi mes objectifs de début de saison. De toute façon, le plus important, c'est que je fasse des bonnes Coupes du Monde et de me qualifier et de faire une bonne performance là-bas dans un deuxième temps. Non, ça démarrera par Courchevel. Des fois, de démarrer la saison avec un peu de retard, ça permet aussi d'être plus fraîche et d'avoir une autre approche. Ce n'est pas forcément toujours un handicap. Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai encore plus d'envie, du coup. On verra si ça se concrétise sur les pistes. Puisqu'on parle d'olympisme, il y a un patrimoine olympique à Courchevel qui est encore bien actif. Hein. C'est ces tremplins situés dans le bas de la station, au Prat, qui fonctionnent hiver comme été. Là, ce sont des images d'ailleurs du Grand Prix, d'une Coupe du Monde qui a lieu chaque année, au mois d'août. À Courchevel. C'est pas des tremplins ouverts au public, par contre, Saint-Michel. Hein. Ah, non. Ben, autant pour faire la piste de descente, autant là... En fait, on a des gens qui viennent visiter, qui montent au sommet. Vous voyez, quand on les installe au sommet, au sommet de la rampe, il y a une petite barre et qu'on dit vous pouvez vous asseoir dessus. Et effectivement, dans ce coup, on voit qu'il y a un grand trou en dessous. Et oui, ça prend un peu. D'ailleurs, quand on voit l'image, on se rend compte. Oui, on n'a pas forcément envie d'y aller. Mais vous savez, il y a le 120, le 90, le 60 et le 30 mètres. Et même sur le 30 mètres, il y a une petite bosse pour le 10 mètres. Mais on a aussi des gens qui viennent essayer le saut comme ça. Pour le plaisir de s'initier. Oui, pour essayer, pour voir. C'est quand même c'est spectaculaire et c'est là où il y a le moins d'accidents. Le saut. Et puis vous aurez des championnes qui seront peut-être aux Jeux Olympiques également. Pas peut-être. J'espère bien que sur les 4, j'espère qu'il y en aura 3 de Courchevel. On rappelle que c'est tout nouveau, la discipline féminine. C'était à Sochi en 2014 et Colline Mattel, qui avait tout juste 18 ans, avait remporté une médaille de bronze. Donc il y aura peut-être la continuation en 2018. Ces tremplins, alors si c'est réservé à une élite pour les descendre, tout le monde peut les remonter. Depuis un an, vous avez inauguré une épreuve assez insolite. Sébastien, en quoi ça consiste ? C'est tout simple, hein, vous venez de le dire, c'est de le faire en sens inverse. Il faut remonter. Alors, énoncer comme ça, c'est assez simple, mais la pente qui fait bien peur dans un sens, quand on la remonte dans l'autre sens, elle essouffle bien. C'est 400 mètres, c'est pas très, très long en soi, hein, mais il y a un très gros dénivelé et c'est une vraie course. Donc, il y a des vrais athlètes qui viennent là et alors tout le monde peut le pratiquer, mais les meilleurs sont à un très haut niveau physique avec une grosse VO2 max. Voilà d'ailleurs Thibaut Barognan qui a remporté la première édition il y a quelques mois, c'était juste avant le début de l'été. Il a mis 3 minutes, un peu moins de 3 minutes 30 pour monter au sommet du tremplin. Est-ce qu'il y aura une nouvelle édition pour l'été 2018 ? Oui, il y en aura une qui sera au mois de juillet prochain, puisque ça a bien fonctionné. Et puis encore une fois, c'est une façon d'exploiter, d'utiliser et de mettre en avant ce patrimoine olympique, ces équipements, ces infrastructures. On n'est pas nombreux à pouvoir proposer ça. Donc on a la chance de l'avoir. Capitalisons dessus, travaillons avec. Vincent, est-ce que vous êtes un adepte des sports de montagne ? Ouais, j'aime beaucoup, ouais. Là, vous êtes plutôt montée ou descente, vous, pour le tremplin ? Je suis plutôt descente. D'ailleurs, les positions du saut à ski, ça me rappelle fortement des positions de dérive qu'on a en l'air pour s'éloigner. Voilà. Ils utilisent, je pense, les mêmes techniques de vol, entre guillemets, ouais. Alors vous êtes un spécialiste du parachutisme, de la chute libre. Parfois, cette discipline peut aussi ressembler à un sport de glisse. Il y en a certains, on le voit sur ces images, qui se lancent dans les airs avec une planche de surf sur les pieds. Ça, c'est juste pour la photo ou ça a un véritable intérêt ? Ça a un intérêt. Alors moi, j'ai jamais encore pratiqué cette discipline. Ça me tente bien. C'était une discipline qui était en compétition avant. Elle a été arrêtée par manque un peu de succès. Donc ça s'appelait le sky surf, et ça se pratique de moins en moins en France, mais je pense que les sensations doivent être folles. Ouais. Alors c'est comme sur le tremplin de Courchevel, il faut bien atterrir sur l'herbe. Hein. Voilà, c'est ça. Faut bien viser l'endroit.
Votre spécialité, vous, c'est le free fly. Vous êtes champion d'Europe, vous avez remporté la Coupe du Monde, vous avez été vice-champion du monde il y a un an. Vous avez un palmarès très fourni. En quoi ça consiste, le free fly? Alors le free fly, c'est une discipline donc en chute, une discipline artistique. Donc on est jugé sur 45 secondes à partir de la sortie de l'avion. Donc voilà, et on est 3 dans l'équipe, donc 2 qu'on voit à l'écran et un vidéoman, qui est super important aussi parce qu'on est jugé sur la qualité de sa vidéo. Donc il faut qu'on soit gros dans l'écran, voilà, et on doit créer des sauts qui doivent être techniques, qui doivent être beaux à regarder et qui doivent être originaux, quoi. Donc on essaye d'allier toutes nos techniques et, pour réaliser un saut qui va plaire aux juges en fait. Le vidéoman fait partie de l'équipe. Hein. Complètement, ouais. D'ailleurs, je les salue, mes coéquipiers, parce que bon, on fait rien tout seul et voilà. Alors, ça ressemble à une chorégraphie, à de la danse. Ouais, c'est un espèce de patinage artistique en l'air, si vous voulez. Donc on a 7 sauts, on est jugé sur 7 sauts en compétition. Et on a 5 sauts qui sont complètement libres, où on crée nos figures du début à la fin. Et on a 2 sauts d'imposés avec des mouvements à réaliser le mieux possible. On peut tout faire, tout est permis. Il n'y a pas trop de limites. Après, c'est notre technique personnelle et notre technique d'équipe qui va limiter les déplacements. Mais à part remonter, on ne peut pas faire. Pas encore. Un jour, si, on peut le faire en wingsuit maintenant. Mais, un jour, ça viendra, peut-être. À quelle vitesse vous chutez quand vous partez comme ça? On évolue entre 200, on va dire 200 pour vraiment les figures lentes pour nous, et 300, 330 km/h à peu près. C'est nos plages de vitesse. Avec quoi? Moins d'une minute pour réaliser les enchaînements? Ouais, on a 45 secondes. On est jugé de la sortie de l'avion jusqu'à 45 secondes. Donc là, vous êtes à 200 km. Là, on a un petit peu plus. Ouais, c'est des positions verticales, tête en haut, tête en bas. Donc ça accélère bien. Donc voilà, on a très peu d'appui sur l'air. Donc on peut freiner, se déplacer, ouais, accélérer. C'est vraiment la position du corps qui va nous ralentir ou nous faire accélérer, quoi. À quelle altitude on déclenche le parachute? Alors on part à 4000 mètres d'avion et on déclenche le parachute vers les 1000 mètres à peu près, entre 800 et 1000 mètres. Bon, vous avez une grosse expérience, je crois que vous avez près de 4000 sauts dans votre, 5000 votre carrière, sauts 5000 ouais, même. Moi j'en ai quelques-uns qui m'ont échappé. Ça demande beaucoup d'entraînement, même si comme pour le ski ça paraît simple. Quand on voit les images, on se dit bah oui, là c'est le but. On se retourne, ça paraît tout très fluide. Si ça paraît simple, c'est que on a fait quelque chose de pas mal. Voilà. On s'entraîne comment? Alors on enchaîne les sauts, répète beaucoup d'avions. D'ailleurs, je tiens à remercier la Fédération française de parachutisme qui nous aide beaucoup dans nos entraînements. Et on s'entraîne énormément d'avions pour répéter toutes nos figures. Donc on fait entre 300 et 400 sauts d'entraînement dans l'année. Et puis on s'entraîne aussi en soufflerie l'hiver quand il fait un petit peu froid pour sauter. Donc soufflerie, je pense que vous voyez ce que c'est. J'ai quelques images pour ceux qui n'identifieraient pas forcément ce que c'est qu'une soufflerie pour s'entraîner à la chute libre, c'est ça, hein, la soufflerie, ça part d'en bas et ça vous permet de voler dans un petit espace très réduit. Oui, voilà, c'est un vrai tube à essai en fait. On peut vraiment tout faire. Techniquement parlant, ça aide vraiment en fait. On fait des vols, on peut voler 1 heure, 1 heure et demie par jour, chose qu'on ne pourrait pas faire d'avion, quoi. Ça demanderait de faire 40, 50, 60 sauts. Donc c'est pas possible. Donc c'est très très concentré. Techniquement, on peut faire plein de choses. Après, les repères dans l'espace sont pas les mêmes que d'avion. Donc ça aide, mais on est obligé de faire beaucoup d'avions. Parce que sinon, c'est quand même 2 disciplines qui sont différentes, quoi. Vous êtes basé en Isère, un équipement comme ça, il y en a dans la région? Alors, il y a une soufflerie à Lyon, voilà. Et en France, il y en a quelques-unes, ça pousse un petit peu comme des champignons. Et voilà, il y en a à l'étranger, il y en a un petit peu partout, ouais. Je crois qu'il y en a une petite soufflerie artisanale du côté de Courchevel. Michel aussi. C'est fait pour les sauteurs et c'est pas tout à fait la même chose. Oui, mais ça leur permet aussi de pouvoir s'entraîner. Tout à fait, oui, c'est fait pour arriver à se positionner. Les sensations, tout à l'heure on en parlait, c'est les mêmes sensations, je pense, en l'air pour certaines choses, oui. Moi, je suis admiratif parce que, par contre, je pense que vous payez cher pour les souffleries ou ça vous est offert? Alors, on a des aides, encore une fois, de la fédération. Après, on a des sponsors privés qui
qui investissent sur nous. Mais sinon, ouais, ça coûte cher. Ça a été beaucoup d'investissements personnels pour les sauts d'avion ou pour les entraînements avant de rentrer en équipe de France. Et puis, c'est toujours le cas parce que c'est un sport qui n'est pas donné, quoi. Non. C'est spectaculaire. En tout cas, très spectaculaire. Vous parliez de la wingsuit qui peut éventuellement permettre de remonter. C'est une autre pratique de la vol libre. On vous voit donc avec cette combinaison ailée qui change un peu la donne. Là, on chute plus vraiment, on vole. Voilà, on vole. Alors là, sur ce saut-là, on essayait justement d'allier les deux disciplines, la wingsuit et le free fly. En fait, on va voler, mais on va mettre cette wingsuit dans des vitesses très très rapides pour qu'elle soit très réactive en fait. Donc en fait, vous imaginez bien qu'avec tout ce tissu-là, dans des vitesses entre 200 et 300 km/h, ça va très très vite, c'est très réactif. Donc là, on s'amuse à carver, à voler tête en bas avec l'outil. Donc on le sort un peu de son usage habituel. Donc on allie un peu les deux disciplines et c'est sympa, quoi. On fait évoluer un peu Voilà, ça va vite. Et là, techniquement, on peut remonter avec ces petites wingsuits légèrement, avec les grosses wingsuits maintenant qui vont très vite, on prend une grande prise de vitesse et puis on arrive réellement à remonter pendant quelques secondes, quoi, de quelques dizaines de mètres. Alors, j'avais une petite image tout à l'heure qui montrait que la chute libre reprenait certains ustensiles de la glisse avec la planche de snowboard. Il y a des compétitions aussi de border cross auxquelles vous avez pu participer. C'est assez surprenant, hein, ce système. Ouais, c'est vraiment le principe du border cross, mais en l'air avec des wingsuits. Et les portes, les portes, voilà, c'est tenu par contre par des hélicoptères. On va les voir là. On va voir le passage d'une porte. C'est ce grand ruban. Voilà, tenu par un hélicoptère. Donc il y a 4 portes et puis on part à 4 et on essaye d'arriver le plus vite possible après avoir slalomé entre ces portes. Donc c'est vraiment des sensations géniales. Alors dans le border cross sur neige, on a le droit aussi de se frictionner un petit peu. Il y a des touchettes qui se font. Donc voilà. Ah oui, par exemple. Ah, ça, vous appelez ça une touchette. Ouais, faut faire attention parce que forcément les inerties sont fortes. Ça vous tente, Coralie, ce type, alors pas forcément de la compétition extrême comme ça, mais de voler, de sauter en parachute, vous l'avez peut-être déjà fait d'ailleurs? J'ai jamais eu l'occasion, non. Mais pourquoi pas? C'est vrai que ça donne envie. Bon. Ça, c'est de la wingsuit de compétition. On la connaît, et notamment dans cette émission, plus comme de la wingsuit de falaise que vous avez fait par le passé. Maintenant que vous êtes en équipe de France, c'est un peu plus compliqué. Vous faites partie d'un team, mais dans la région, il y a un nombre de spots assez impressionnant pour pouvoir pratiquer la wingsuit sans avoir besoin de prendre un avion ou un hélicoptère. Oui, il y a plein de falaises. Donc ça, c'est une activité. C'est vrai que j'ai vraiment mis le frein dessus parce que... Voilà, étant en équipe de France maintenant. Mais c'est une autre discipline, d'autres sensations. Il faut avoir un bon niveau en l'air pour se lancer avant d'une falaise, histoire de faire ça en sécurité. Mais ça permet aussi de découvrir la région d'une autre manière, quoi. C'est sûr que là, ces falaises-là, je sais pas, on est peut-être du côté du Vercors. Ça, c'est le Vercors, ouais, c'est Verche-Orange. Voilà, je les avais reconnus, mais je les avais pas forcément visités sous cette forme. En tout cas, ça donne des images très spectaculaires. J'ai une dernière petite image de vol libre à vous montrer. Alors, elle ne vous concerne pas directement, Vincent, mais il y a quelques jours, un autre parachutiste isérois qui s'appelle Arnaud Moret a participé à un record du monde. C'était dans le désert de l'Arizona aux États-Unis. Une prestation à plus de 217 parachutistes qui vont réussir à se lier et à enchaîner 3 figures avant d'ouvrir les parachutes. Ça donne des images là aussi très spectaculaires. Ah ouais, c'est génial. Quand on met du monde en l'air, c'est toujours impressionnant. Donc ça, c'est une discipline qui s'appelle le vol relatif. Donc les positions en chute, elles sont à plat. Donc là, c'est des disciplines qui sont un petit peu plus lentes. Enfin, on est quand même dans les 200 km/h. Mais voilà, tous les gens restent à plat. Et là, le but du jeu, donc, c'est de créer... je crois qu'ils ont fait 3 points, c'est ça. Donc, ouais, 3 points, 3 figures différentes à 200 et quelques. Donc voilà, ça donne des figures fantastiques. Là encore, la caméra qui change le point de vue. Et voilà, ça fait des formes superbes, quoi. Et là, il faut une bonne coordination, parce que s'il y en a un qui rate sa figure, ça met tout le monde à pied, et on est obligé de remonter, de recommencer. Donc voilà, là dans le lot, il y a un Grenoblois, un parachutiste grenoblois, Arnaud, qui a participé avec une trentaine de nationalités différentes à ce record.
C'est des types de défis que vous avez déjà fait? Ouais, c'est des. Alors, dans ma discipline, pareil, en free fly, tête en bas, il y a des records qui se font. J'ai fait le record d'Europe en 2013, je crois, où on était 90, quelque chose comme ça, je me souviens plus exactement. Je crois qu'on était 90 ou 98. Tête en bas, grippé, donc main dans la main. Donc là, à des vitesses un petit peu plus rapides, à 300 km/h. Et c'est quoi le record de vitesse, justement Le record de vitesse, en je crois chute qu'il est à 600 km/h, 600 de 4000 mètres d'altitude. Donc tête en bas, on rentre tous les appuis et on accélère jusqu'à atteindre la vitesse maximale. Bon, bah, je vous laisse faire vos... Ça vous tente pas? Non, moi, Coralie a l'air beaucoup plus partante. Elle aime bien la vitesse, elle aime bien les sensations fortes avec le ski. Donc, je lui laisse très galantement ma place. Et puis, Michel et Sébastien, on vous retrouve sur les pistes de Courchevel pour une longue saison. Mais quand même, pour les deux temps forts du 19 et 20 décembre, j'invite le public grenoblois à monter aussi, à encourager les grenobloises et puis toutes les filles de l'équipe de France pour ces 2 jours de compétition. On va terminer cette émission avec notre JT de la montagne. Et le cinéma de montagne qui fait salle comble à Grenoble. Plus de 20 000 spectateurs ont assisté à la 19e édition des rencontres Ciné-Montagne. Une édition record qui fait de ce festival l'un des rendez-vous les plus courus dans le monde. À noter que pour la première fois, le public grenoblois a pu voter et noter les 27 films projetés au cours de la semaine. Et le prix du public est revenu sans surprise aux Flying Frenchies. C'est eux, je pense que Vincent les connaît, ces acrobates volants qui ont réussi à faire du surf aérien dans le Vercors sur une tyrolienne géante et qui sont également capables d'avoir un volet artistique dans leur garde-robe. On reste dans le Vercors avec un équipement inédit qui a été inauguré il y a quelques jours sur la commune d'Autran-Méaudre. En plus de ses 3000 cavités naturelles, le massif du Vercors héberge désormais la première structure artificielle de France dédiée à la spéléo. C'est une structure qui permet de s'entraîner aux différentes techniques de progression souterraine. Elle servira par exemple aux guides du plateau pour initier le grand public, mais aussi aux professionnels pour parfaire leur formation ou aux secouristes pour s'entraîner au sauvetage toujours périlleux dans ce type de milieu. Voilà, on dit désormais la commune d'Autran-Méaudre parce qu'elles ont fusionné, mais on continue à dire le festival d'Autran dédié aux films de montagne et d'aventure. Il aura lieu du 6 au 10 décembre. Alors, on va regarder quelques secondes de la bande-annonce de l'édition 2017. À noter pour les amateurs de trail qu'il y aura le Festi Trail le samedi 9 décembre. Coralie m'en voudra pas avant qu'elle récupère le casque à Courchevel le 19 décembre. Je l'emprunte pour vous saluer. Il me reste 2 infos à vous communiquer dans la collection des beaux livres. Le livre de Guillaume Vallot, Montagne spectaculaire, un livre époustouflant ou du vertigineux. On passe au spectaculaire. Des photographes de talent du monde entier ont sélectionné pour cet ouvrage leurs photos de montagne les plus impressionnantes. Des images commentées et mises en lumière par le journaliste alpiniste Guillaume Vallot. Ça peut être une bonne idée de cadeau pour les fêtes de Noël. C'est aux éditions Glénat, 39,50 €. Voilà. Maintenant, je peux vous dire au revoir. Je ne sais pas si vous pratiquez le VTT autour de cette table. Non, oui, un peu. Oui. Un peu, oui. Et bien pour rester dans les images spectaculaires, la dernière édition du Red Bull Rampage s'est déroulée il y a quelques jours. C'est la compétition de descente la plus extrême et la plus engagée du monde. Simplement, une toute petite élite a le droit d'y participer et vous allez comprendre pourquoi en voyant ces images. Nous, on se retrouve très rapidement pour une prochaine émission.